Et je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour une nouvelle semaine de GGMO. Une heure de débat entre la France, Israël et le monde. Voici le programme. Pour qui votera l'électorat arabe-israélien aux prochaines élections? D'après un nouveau sondage, ils sont 87% à voter pour un parti, mais qui rejoindrait un gouvernement ou qui soutiendrait cet électorat, voit même en Benjamin Netanyahou le meilleur Premier ministre. Alors faut-il être surpris face à un tel allié pour le candidat Likoud? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 15 mars 2011, le peuple syrien se soulevait. 10 ans plus tard, le pays est en ruine et Bachar el-Assad toujours au pouvoir. Alors comment comprendre qu'avec plus de 400 000 morts, la Cour pénale internationale n'ait pas émis la moindre enquête sur le chaos syrien? Ce sera notre question, diplomatiquement incorrecte. Et puis en France, les Roms, les musulmans, les Maghrébins seraient trop nombreux. C'est ce que révèle une étude sur les préjugés commandée par SOS Racisme et l'UEJF. Alors la société française est-elle raciste? La vice-présidente de SOS Racisme sera en direct avec nous ce soir dans les GGMO. Et bonsoir à tous, bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Benjamin. Une nouvelle semaine que nous allons passer ensemble en compagnie de nos invités. Ce sont Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir. Colonel de réserve de Tsahal, spécialiste en communication de crise. Ali Waqued, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la chaîne i24 News en arabe. Et je salue également en direct avec nous depuis Paris, André Berkov. Bonsoir mon cher André, écrivain et éditorialiste politique. Bonsoir Benjamin. Et tous ensemble, si vous le voulez bien, pénétrons ensemble au pays de Bibi. Et c'est par un sondage bien loin des préjugés que nous allons ouvrir ces GGMO. L'électorat arabe israélien, contrairement à ses représentants, souhaite faire porter sa voix au sein du gouvernement et il considère même en majorité que le Premier ministre idéal n'est autre que Benjamin Netanyahou, de quoi apparaître comme un allié de poids pour le candidat Likoud à 8 jours du scrutin, Noémie. Et oui, ce pourrait être l'élément un peu surprise qui pourrait faire pencher la balance selon donc un sondage publié par l'université de Tel Aviv qui porte notamment sur la perception des politiques de la communauté arabe israélienne. Eh bien, Bibi ne serait peut-être pas un si mauvais politicien lorsqu'on leur demande quel candidat ils considèrent comme le plus qualifié pour le poste de Premier ministre, c'est-à-dire pour diriger une coalition. Eh bien, c'est Binyamin Netanyahou qui arrive en tête avec près de 25%, suivi de Ahmed Tibi avec un petit peu plus de 14%, Yair Lapid avec un petit peu plus de 13% également, et Ayman Oder avec presque 12% des voix. Selon ce sondage, eh bien, la liste commune d'Ayman Oder devrait toujours être le principal bénéficiaire des votes arabes lors de cette élection, mais il se déclare à très grande majorité, à 87%, prêt à voter pour un parti qui rejoindrait la coalition et le gouvernement. Aussi, le sujet de préoccupation le plus important de l'électorat arabe pour les prochaines élections, eh bien, c'est la lutte contre la violence, contre la criminalité. Il demande la mise en œuvre d'un plan gouvernemental et c'était justement l'objet de la tenue de plusieurs meetings de Netanyahou en janvier dans des villes arabes comme Tyra et Fahem. Il s'était présenté comme le meilleur défenseur de la population arabe et certains parlaient de campagne de séduction. Voilà pour des données très intéressantes que je vais vous demander de commenter avec moi dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais saluer Anoush Almani qui nous a rejoint et notre plateau de lundi ne serait pas complet sans elle. Bonsoir, ma chère Anoush. Ali Waqued, je vais commencer avec vous parce Bonsoir, que Benjamin. On imaginait l'électorat arabe israélien anti-système, on l'imaginait anti-Bibi. D'après cette étude, soit on avait tout faux, soit il a changé. Je vais vous donner, partager avec vous quelques données. Plus de 65% des Arabes israéliens pensent que Israël est le meilleur pays pour eux d'y vivre. Pas mieux que les pays voisins, mais le meilleur pays dans le monde à y vivre. 2. 20% des étudiants israéliens dans les universités sont des Arabes. 50% de ceux qui travaillent dans les métiers médicaux ou paramédicaux sont des Arabes. Et comme la liste arabe unie a eu 15 sièges dans les dernières élections du mars dernier, c'est pas parce que les Arabes ont voté pour le séparatisme que présentent certains membres de la liste unie, mais c'est parce que la liste unie a promis à ses électeurs deux choses. Un,
on veut faire partie du gouvernement. Ils voulaient que c'était un gouvernement de Benny Gantz. Et deux, ils ont promis que pour la première fois, ils vont conseiller le président Rivlin de nommer Benny Gantz. C'est-à-dire la liste a prouvé on ne reste plus à l'écart de la politique, on devient acteur. Absolument. Et cette fois-ci, dû à cette évolution, plus l'effet des accords de paix entre Israël et les pays arabes, certaines barrières se sont effondrées et les Arabes se sont de plus en plus qui font partie du jeu politique. Le discours qui a changé de Benjamin Netanyahou, un discours qui drague les électeurs arabes. Il y a 5 ans, les électeurs étaient des terroristes. Du coup, pour M. Netanyahou, sont des électeurs légitimes et que le Likoud, il veut ses voix. Mais le plus important, c'est que jusqu'à présent, il y avait un vote communautaire. On vote pour un parti arabe. Maintenant, la division au sein du parti arabe, c'est entre ceux qui veulent maintenir le vote communautaire et ceux qui veulent participer dans le jeu politique, notamment, par exemple, le mouvement islamique. Oui, le mouvement islamique, la branche israélienne des frères musulmans représentée par Mansour Abbas, qui a de très bonnes relations. Je ne comprends pas pourquoi les islamistes avec M. Netanyahou, on va en discuter, et qui dit, nous on va mettre de côté l'aspect politique, l'État palestinien, les droits politiques des Palestiniens dans le territoire, et on veut mettre l'accent sur l'évolution des Arabes israéliens au sein de parler de la cause palestinienne, on s'occupe des Arabes absolument. israéliens. Mais moi je conseille, M. Abbas, c'est bien ce que vous dites, mais pour votre partenaire, regardez ce qu'a fait M. Netanyahou avec Benny Gantz, regardez ce qu'a fait Netanyahou avec Naftali Bennett, avec Lieberman. Faites attention. Restez méfiants. Olivier Rafovitch, Netanyahou, le plus apte à être Premier ministre pour un quart de la communauté arabe israélienne. C'est une petite révolution quand même. Ou alors c'est un très joli coup de l'actuel Premier ministre. Peut-être la révolution pour Olivier, c'est que les Arabes peuvent voter aussi en Israël. Non, ce qui est intéressant, à mon avis, le sondage aurait dû le dire, c'est que 100% des Arabes israéliens préfèrent vivre dans un État juif plutôt que dans une autocratie ou une dictature arabe. En fait, si vous voulez, cette situation actuelle fait qu'on est arrivé à un moment historique pour l'État d'Israël où même nos ennemis d'antan, ceux qui ne voulaient pas d'État juif, sont obligés de comprendre que l'État d'Israël, l'État juif, est le meilleur État du Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui... Les Arabes israéliens n'ont jamais été des ennemis de l'État d'Israël. Les Arabes israéliens n'ont jamais été des ennemis. Non, les Arabes israéliens sont des citoyens qui ont aspiré pour l'égalité et n'ont jamais été des ennemis de l'État d'Israël. Et qui ont... Non, mais quand vous dites des choses qui ne sont pas correctes, je dois vous corriger, M. Rafovitch. Monsieur Ali Waked. Des ennemis de l'État d'Israël, c'est non. Parce que moi, je suis un Arabe israélien, je n'étais jamais ennemi de l'État d'Israël. Vous voulez que je vous raconte votre histoire personnelle? Olivier. Écoutez, j'aimerais bien. Je vais le faire. Okay. On a eu ici pendant des années et des années des attaques terroristes provenant également de cellules terroristes. Par exemple, vous mentionniez Noémie El-Fahem. C'est une cellule El-Fahem de terroristes qui ont assassiné et éliminé 2 policiers druzes israéliens sur le mont du Temple. Ils venaient pas de Judée-Samarie ni de la bande de Gaza. Donc il y a des problématiques sécuritaires qui sont built-in, qui sont endogènes à Israël. Mais encore une fois, pour revenir... Il y a des terroristes israéliens non arabes aussi. Il y a des terroristes israéliens non arabes. Enfin, ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes vraiment un vrai démocrate, donc ça vous, vraiment l'État d'Israël est dans vos tripes. Non, mais moi, est-ce que vous pouvez répondre, Olivier, à ma question? À ma question, on va pas en faire toute l'histoire. Vous voyez bien qu'il est D'accord, mais répondez à ma question. À ma question aujourd'hui sur ces alliés que sont cette population arabe israélienne envers Benjamin Netanyahou et Likoud. Parce que c'est ça que dit ce sondage. Aujourd'hui, en Israël, il y a de tous les côtés, de droite comme de gauche comme du centre, une légitimité à aller vers le vote des Arabes israéliens pour avoir des voix. On parle de voix ici, on parle d'être élu le 23 mars avec le maximum de sièges. Maintenant, et tous les moyens sont bons. Maintenant, il faut dire une chose quand même, c'est que les Arabes israéliens ont évolué. Ils ont évolué pour pas mal de raisons. D'abord, le niveau de vie est très élevé. En tout cas bien plus élevé qu'il était auparavant. Il y a une implication, une intégration dans tous les secteurs de la société israélienne. Il y a des juges à la Cour suprême qui sont des Arabes israéliens. Il y a des médecins, des avocats, enfin, ils sont partout, et tant mieux. Mais dans ce cadre-là aussi, il y a maintenant une volonté de rentrer à plein dans le monde politique israélien. Pourquoi la gauche ou l'extrême gauche appellerait ce vote arabe pour avoir des sièges à la Knesset et la droite israélienne ne l'appellerait pas? Pourquoi il y aurait en fait ce déficit? Mais ce qui est intéressant encore une fois ici ça montre en tout cas un changement que s'affirmait tel quel. Ça montre un changement qui est dû, et là Ali Waked l'a dit, c'est que si on fait la paix, et on fait la paix avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, avec la Jordanie, avec l'Égypte, et qu'on va chez eux, ils viennent chez nous, et avec le Maroc également, l'attitude
des Arabes du monde entier ne peut que changer. Ou elle ne change pas, Benjamin, de manière paradoxale, elle ne change pas en Europe de l'Ouest, où une grande partie de la communauté arabe, française, allemande, britannique, est encore anti-israélienne. Il faudrait qu'ils prennent peut-être exemple sur leurs frères ici en Israël, pour comprendre que l'État d'Israël est peut-être le meilleur pays dans lequel les Arabes peuvent vivre. Alors, je veux vous entendre également à Paris. Abnouch Almani, parce que vu de Paris, c'est aussi très intéressant de se poser la question, est-ce que Netanyahou va réussir cette opération séduction envers cette communauté, les Arabes israéliens, et est-ce qu'au final, ils vont voter pour lui? Et ça, c'est pas si sûr. Non, mais c'est vraiment passionnant de vous écouter. Effectivement, il y a un changement. Vous savez, de toute façon, dans l'histoire, les sociétés civiles évoluent beaucoup plus vite que leurs dirigeants. Et après, les politiques partent après. La société civile peut se mettre au point. Donc, visiblement, même la dernière élection, il y avait des digues qui éclataient, des choses qui changeaient. Le vote communautaire n'est plus automatique. Après, sur la question de Netanyahou, c'est que je me dis, d'une part, vu de Paris, bien entendu, c'est qu'il est là depuis tellement longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de dire, bon, bah, de toute façon, il est là, il connaît tous les sujets, il a tous les dossiers en main, donc autant continuer avec lui, parce que concrètement, en face, qui il y a? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui joue? Et surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est que depuis les accords d'Oslo, rien n'avait bougé sur la question israélo-palestinienne, et tout d'un coup, effectivement, avec Netanyahou, je pose même pas, c'est même pas un jugement de valeur, c'est concrètement... Des choses ont évolué, des choses se passent. Et le fait qu'il y ait tellement d'Israéliens qui partent à Dubaï, et qu'il y ait ces allers-retours qui se fassent entre Tel Aviv et Dubaï, c'est évident que c'est une chose tellement inédite que ça ne peut que accoucher au final d'une évolution au niveau de l'électorat des Arabes israéliens, et ça a l'air d'être le cas, mais en tout cas, c'est absolument passionnant, parce que c'est vraiment énormément de clichés qui sautent, et qu'est-ce que ça va donner? Enfin, on va suivre ça avec énormément d'intérêt. Et je vous redonne le chiffre. Hein. Les électeurs arabes israéliens estiment que Netanyahou est le candidat le plus qualifié pour le poste de Premier ministre, 24%, devant Ahmed Tibi, 14%, qui devrait être normalement leur représentant. Mais écoutons sans Ahmed Tibi, puisqu'il était ce soir l'invité d'i24 News dans le Prime, présenté par Jean-Charles Banoun. Que pense-t-il, lui, de cette opération drague signée Benjamin Netanyahou? C'est du bibi-bluff, c'est le théâtre de l'absurde. Quand il parle avec les Arabes, il s'appelle Abou Yahir. Les Arabes s'appellent d'après le nom de leur fils. Et quand il parle avec les Arabes, c'est Abou Yahir contre le Premier ministre. La démolition, par exemple, des habitations, la loi sur la nationalité, et Abou Yahir, c'est un grand mensonge, et tous ces sourires ne sont que des sourires électoraux pour rabaisser le taux. Il est très mécontent, Ahmed Tibi. Hein. Mais ce qu'il ne sait pas et ce qu'il ne dit pas ce soir, c'est que 3500 Arabes israéliens font l'armée. Et de plus en plus des Arabes israéliens musulmans, je ne parle pas de chrétiens, je ne parle pas des druzes, des Arabes israéliens musulmans rentrent dans l'armée, veulent faire leur service militaire, même au sein d'unités combattantes, c'est une nouveauté. Alors, encore une fois, cette nouveauté-là, Ahmed Tibi a du mal à la clé parce que ça lui casse son vote. Lui, il veut un vote entre guillemets, son fonds de commerce. Il faut dire ce qui est. Tout à fait. Maintenant, encore une fois, je dis et je répète, c'est quelque part, je dirais, l'expression la plus puissante de la force de l'État d'Israël face à une population qui, depuis le départ, je m'excuse comme de vous le dire, depuis le départ, a refusé l'existence d'un État juif. Et cet État juif, aujourd'hui, est le meilleur pays dans lequel un Arabe musulman peut vivre au Moyen-Orient. Et c'est quand même extraordinaire, tout ça. Et Ali Waked l'a dit en début de cette émission. Je vais entendre André Berkoff, parce qu'André, on parle toujours sur ce plateau ensemble de ces guerres et de ces divisions, sauf que ce soir, on arrive à se mettre d'accord sur une chose. Juifs et Arabes peuvent s'entendre, et même peut-être s'entendre dans un même gouvernement. Écoutez, c'est un résultat, il ne faut pas faire ni d'angélisme ni de cynisme. C'est un résultat qui, d'abord, il faut regarder que si on en est arrivé là, et c'est peut-être une très bonne chose, c'est qu'il y a eu malheureusement au Moyen-Orient, je dis malheureusement pour le Moyen-Orient, il y a un effondrement des États. Tout le problème aujourd'hui, c'est que l'État d'Israël, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on le juge ou qu'on le juge de telle ou telle façon, c'est un État qui existe. Regardez ce qui se passe au Liban, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe dans la majorité des pays du Moyen-Orient. Vous avez, non mais le problème il est là.
c'est que vous avez eu un effondrement de l'État, un effondrement de la notion même d'État entre les clans, les tribus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait à travers la Russie, les États-Unis, l'Iran, etc., la guerre des autres sur le dos, en tout cas sur le Liban, c'est ça, sur le dos de ces pays, qui se sont retrouvés complètement divisés et donc effondrés comme une termitière. Du point de vue, je parle de la structure d'État. Et là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que effectivement, l'État palestinien, enfin la notion de Palestine, n'a pas du tout disparu, mais elle est passée au second plan. À partir du moment où vous aviez une espèce d'effondrement de l'État, je parle bien des États, qui n'ont plus effectivement l'indépendance et la possibilité et la volonté, vous avez eu quoi? Eh bien, vous avez eu Trump et Netanyahou qui sont allés à Bahreïn, en Arabie Saoudite et compagnie, et il y a toute cette redistribution, ne l'oublions pas, après l'effondrement aussi du pétrole. Le pétrole est encore là, mais le pétrole n'est plus l'arme absolue qu'il était depuis 1945. Donc vrai. vous avez effectivement quelque chose qui va jouer et qui est très important. Et simplement, j'espère que Israéliens et Arabes joueront le rôle qu'ils doivent jouer, parce qu'il faut qu'enfin, un de ces jours, que la paix règne dans cette région. Voilà, quand il dit israélien et arabe, j'imagine que vous voulez dire israélien et palestinien, parce que juifs et arabes en Israël, ils sont déjà côte à côte. Oui. Ali Waked, là on vient d'entendre Ahmed Tibi. Non. Sur ce que Juifs dit et Arabes oui, André. sont côte à côte, mais il faut peut-être se terminer avec un. Oui. Non, je dis simplement que effectivement, bien sûr, je parlais israélien-palestinien, mais je parle aussi juifs et arabes, et on voit bien qu'à Olivier Aboïd, c'est très intéressant que 3000 Arabes musulmans sont dans l'armée israélienne, ce qui était absolument pas envisageable il y a encore 20-25 ans. Et ben c'est quand même quelque chose de formidable. Ouais. Ali Waked, Ahmed Tibi là justement, puisque André Berkov soulignait cette redistribution des cartes ici dans toute la région, est-ce qu'ils se sont à l'écart de tout ça, ou est-ce qu'ils se sont dépossédés d'une cause? Non, ils sont un peu à l'écart, bien que Ahmed Tibi, malgré ce discours que l'on vient d'entendre, il est un des plus modérés des représentants des Arabes israéliens. Il sait comment travailler avec les différents ministères. Je dois noter, Benjamin, il y a un phénomène dans ce vote, dans ces élections, c'est que de moins en moins des Arabes vont voter pour des listes arabes, et de plus en plus pour des listes qui ont été considérées comme des listes sionistes. Encore un processus un peu... Ils votent pour des... Non, mais ils votent pour des partis sionistes. Donc on va dire que dans leur bouche, c'est pas un qualificatif positif. C'est ça que veut dire Ali Waked. Il y a un processus un peu paradoxal, mais encore intéressant. Le sionisme, c'est positif pour les Arabes. Auprès des Arabes, c'est que les Arabes israéliens se sentent... Et il y a de plus en plus des Arabes israéliens qui se définissent comme Arabes israéliens d'un côté et Palestiniens de l'autre côté, mais de plus en plus... Malgré le fait que de plus en plus de jeunes Arabes israéliens se définissent comme aussi Palestiniens, cette même majorité veut s'intégrer dans la vie de la société israélienne. Elle veut se sentir israélienne. Jusqu'à présent, la droite israélienne, avec son discours, était un obstacle principal devant cette intégration. Maintenant, avec ce changement dans le ton, dans la musique du Premier ministre et des partis de la droite, avec les accords absolus. Ils peuvent s'entendre. Rendez-vous donc dans 8 jours dans les urnes, mais aussi ici sur le plateau d'Avec 24 News, puisque c'est dans 8 jours maintenant les élections législatives israéliennes. Place maintenant à notre débat diplomatiquement incorrect. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 15 mars 2011, des manifestations en Syrie donnaient le coup d'envoi d'une décennie de guerre et de massacres. 10 ans plus tard, la paix est bien loin, le pays est en ruine, le bilan humain est dramatique, 400 000 morts, et Bachar el-Assad est toujours au pouvoir. Alors posons ce soir la question diplomatiquement incorrecte. La Cour pénale internationale, toujours très prompte à enquêter sur Israël, brille depuis 10 ans par son silence, Noémie. Exactement, c'est une question assez légitime qui a été posée de nombreuses fois. Pourquoi la CPI ne s'intéresse pas aux crimes commis en Syrie? Alors plusieurs raisons sont données. La première, l'argument principal, tient en ce que la Syrie n'a pas ratifié le fameux statut de Rome et la Cour n'est compétente que pour juger des crimes commis par des États. Donc, nous non plus, hein. Nous
non plus. Exactement, on en parlera un petit peu plus tard, à moins donc qu'elle ne soit saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, à chaque fois qu'il en a été question, 4 fois depuis le début de la crise syrienne, eh bien, la Chine et la Russie ont déposé un veto. À noter aussi que le tribunal de Koblenz en Allemagne a décidé ce mercredi de condamner pour la première fois dans le monde une personne qui travaillait pour les services de renseignement du régime de Bachar el-Assad pour, je cite, complicité de crimes contre l'humanité. Et ça marque un tournant. Peut-être c'est ce tribunal qui est en train de prendre le rôle de la CPI. Alors j'aimerais vous poser la question aux uns et aux autres. Anoush Salmani, je vais commencer avec vous. Cette guerre n'est-elle pas avant tout, cette guerre en Syrie, 10 ans plus tard, un immense échec pour les Occidentaux? Parce que finalement, ils ont dû avoir à choisir entre un dictateur ou alors des opposants qui se sont avérés être des islamistes radicaux. Finalement, c'était la peste ou le choléra et ils ont choisi le dictateur. Oui. Écoutez, pour moi, je veux dire, j'essaie toujours, quand je regarde l'international, de chercher un petit peu d'espoir, un petit peu d'optimisme. J'avoue, là, moi, j'ai le chiffre de 500 000 morts, de 12 millions de déplacés, dont 5,6 millions de réfugiés. Et 100 000 disparus. Donc, à mon avis, on peut monter facilement ces disparus-là. Ils ont dû mourir découpés en morceaux par les islamistes ou dans les prisons de Bachar, qui n'a jamais cessé de réprimer son peuple. On se retrouve avec un État dont le PIB est passé de 60 milliards en 2012 à 20 milliards aujourd'hui. Un tiers du pays est totalement détruit. Et bien sûr qu'on ne va pas reconstruire, parce qu'il faudrait 450 milliards pour reconstruire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les Russes y ont vu un moyen extraordinaire, d'une part, d'emmerder les Occidentaux, après l'affaire ukrainienne, qui, à mon avis, on le paiera encore très très longtemps, tout en mettant la main sur les mines de phosphate, puisqu'ils ont aujourd'hui, les Russes, l'exploitation totale. Pour la Turquie, c'est un moyen et de soutenir ses copains islamistes et de faire la paix aux Kurdes. Et enfin, pour les Iraniens, c'était avec les milices chiites, c'était et de protéger, comme d'habitude, les Alaouites, cette petite branche du schisme, cette petite tribu chiite, et comme il n'y a que 10% de chiites dans le monde, de continuer à garder son précaré. Et pendant ce temps-là, que fait l'Occident ? Mais rien, parce que d'une part, elle n'intervient pas militairement, et d'autre part, elle refuse de se mettre à la table des négociations. Donc elle laisse la main à la Russie, à l'Iran et la Turquie. Et pour le pire, c'était une guerre sale. C'est une guerre, mais qui, 10 ans après, se retrouvait dans une situation pire. Mais on a oublié, il y a 10 ans, jour pour jour. Vous savez pourquoi les gens y manifestaient? Ils manifestaient pour la fin de l'état d'urgence. L'état d'urgence, vous savez de quelle année elle date? De 1963. Ils manifestaient pourquoi? Pour la libération des prisonniers politiques. Et enfin, ils manifestaient pour l'abrogation de l'article 8 de la Constitution, qui fait qu'il n'y a que le parti basse qui peut être à la présidence. Vous voyez, je regarde ça. Moi, honnêtement, le sang, il est sur les mains de Bachar el-Assad, mais elle est aussi sur la main des Occidentaux. C'est dégueulasse. Et effectivement, que fait la Cour pénale de la justice? C'est honteux. C'est honteux. Moi, je voudrais dire que cette crise, ce drame humain de la Syrie, 400 000, 500 000 morts, 600 000 morts, mais qui compte en fait les victimes? C'est pas seulement d'ailleurs Bachar el-Assad qui a tué et qui est responsable. Il y a aussi l'État islamique et des milices pro-chiites et des milices pro-iraniennes et beaucoup d'acteurs ici qui ont été mêlés. Et ceux qui leur ont vendu des armes aussi. Dans un énorme carnage qui malheureusement continue encore. On meurt aujourd'hui en Syrie, on meurt en Irak, on meurt un peu partout dans le Moyen-Orient. Et de vous à moi, ça m'amène à une chose très claire et très précise. C'est que si on n'est pas un État puissant et fort, si on n'est pas un État avec une armée puissante et forte, et je parle maintenant de l'État d'Israël, on risque d'arriver à des catastrophes parce que le monde entier n'a strictement rien à faire de la vie humaine. Et aujourd'hui, on a satellite, Internet, on a Facebook, on a toute l'information depuis des années. On meurt en direct à Damas en mangeant des pâtes, en mangeant des pâtes et son beefsteak. Mais ça n'intéresse strictement personne. Oui, et d'autre part, pour en venir à l'Europe qui est quand même relativement impliqué dans cette crise du Moyen-Orient. Personne ne manifeste dans les rues d'aucune capitale pour sauver des milliers, alors si de temps en temps, pour sauver ici 1 ou 2, mais à part quand un corps d'un bébé se trouve sur la mer Méditerranée comme ça, il arrive sur une plage et il fait la une des journaux, mais à part ça, on s'en fout royalement. Et moi, ça me dit une chose précise, c'est que face à des menaces très graves, la menace iranienne, la menace terroriste, l'État d'Israël, face à ce drame humain syrien, eh bien nous devons être très vigilants et très forts, plus que jamais.
On marque une pause. Dans quelques instants, on va continuer de parler de ces 10 ans de drame syrien. Je vous donnerai également la parole, André et Ali, pour savoir et s'interroger sur cette Cour pénale internationale qui visiblement ne s'intéresse pas tellement au drame syrien. Et puis nous parlerons aussi de ce sondage sur le racisme en France. Roms, musulmans, maghrébins seraient trop nombreux. Évidemment, c'est pas moi qui le dis, ce sont ceux qui ont répondu à ce sondage. À tout de suite. Moyen-Orient, seconde partie. Merci d'être avec nous. Ce lundi soir sont à mes côtés Olivier Rafovitch, Ali Waked, également à Paris André Berkoff et Avnou Chamani. Si vous n'étiez pas avec nous juste avant la pause, nous parlions de ce triste anniversaire. 10 ans de guerre en Syrie avec ce bilan catastrophique. Au moins 400 000 morts, des millions de déplacés et une planète entière qui semble observer ça de façon absolument passive. Une Cour pénale internationale qui semble peut-être plus intéressée à observer ce qui se passe en Israël, où il y a eu en un siècle moins de morts qu'en 10 ans en Syrie. Tenez, regardez par exemple ce tweet posté ce matin par le président français Emmanuel Macron. Il y a 10 ans, dit-il, le peuple syrien se soulevait pacifiquement pour la liberté et la dignité. Nous restons à ses côtés pour répondre aux besoins humanitaires, défendre le droit international, lutter contre l'impunité, trouver enfin une solution politique, la seule possible. André Berkoff, comment interpréter toutes ces réactions ? C'est la réelle politique, c'est quoi ? La France a parfaitement conscience qu'elle dit des paroles en l'air. Non. Benjamin, quand on ne sait pas quoi faire, qu'on n'a rien à faire et qu'on est impuissant pour le faire, on fait des mots. Ça s'appelle on fait des mots, c'est-à-dire on fait du blabla et de la salive. Pourquoi ? Moi, je vais vous dire 3 choses. Vous savez que la Syrie était une puissance, enfin la France était puissance mandataire en Syrie, comme au Liban, dans les années 40, etc., dans les années 30, 40 et compagnie. Quand je suis allé en Syrie en reportage, il y a de cela 5-6 ans, j'ai vu que, par exemple, il y avait un lycée français fréquenté par des milliers de Syriens. Tous les professeurs ont été rapatriés à cause de l'embargo. Moi, je veux bien qu'il y ait embargo et qu'on combatte Bachar el-Assad. Et est-ce qu'on le combat ? En supprimant l'enseignement du français, en supprimant les journaux et les livres, etc. Et je vais raconter autre chose dans les hôpitaux syriens. Les hôpitaux, on soigne les malades, etc. Les hôpitaux syriens avaient été entièrement construits par les Français. Les pièces détachées, quand ça commençait à se détériorer, ils ont appelé les Français et ont dit, écoutez, on a besoin de pièces détachées, il faut rebâtir les hôpitaux. Français a dit, non, embargo, on ne fait rien, pas question. Résultat, ils se sont retournés vers les Russes et les Chinois. Et en ce qui concerne la Cour pénale internationale, ça ne s'appelle pas la Cour pénale internationale, ça s'appelle la conjuration des purs indifférents. Ça veut dire qu'ils ont, comme d'habitude, les indignations sélectives. On choisit les gens qu'il faut absolument traiter de boucs émissaires et de salauds et de pelés d'où vient tout le mal, et les autres, ça n'existe pas. Regardez la Cour des droits à l'ONU, regardez tout ça, qui ne condamne pas. Tout ça, c'est de la politique, etc. Et je voudrais dire simplement quelque chose pour l'Europe et la Syrie, vous avez raison. Quand Fabius a dit que le front El-Nosra faisait du bon travail, vous vous rappelez de ça ? Laurent Fabius, il a dit ça. Ils n'ont même pas vu ce qui se passait. Et malheureusement, évidemment, Bachar el-Assad a plus que du sang sur les mains, que les islamistes aussi ont du sang sur les mains. Le problème, c'est qu'encore une fois, on en a parlé, comment sortir de ce drame qui est terrible entre le marteau islamiste et l'enclume militaire. Il est là le problème, l'enclume des dictatures. Et un jour, les peuples vont sortir de là, parce que les peuples arabes sont aussi formidables que les autres, il n'y a pas de raison, et aussi lucides que les autres. Mais à un moment donné, vous dites, André, ça va prendre du temps. Vous dites qu'il n'y a pas de raison que ça change, mais Ali Waked, c'est quand même ça le constat aujourd'hui. On a l'impression que la démocratie est impossible à imposer dans les pays arabes. C'est un peu la démocratie dans son sens. Dans tous les sens, il n'y a aucun pays arabe. Non, parce qu'on hésite ce soir, à chaque fois. On hésite ce soir chez les Waked à parler de sionisme, à parler de démocratie. Il n'y a pas d'État arabe démocratique, point. Il n'y a pas d'État arabe démocratique.
il faut le dire. Mais il l'a dit. Non, mais il faut le répéter. Et je le répète, Voilà. il n'y a pas d'État arabe démocratique. Pourquoi Et il y a les Occidentaux qui flirtent tout le temps avec les régimes arabes non démocratiques. Il y a pas de choix, il y a et pas quand d'autre. il y a un régime arabe Il démocratique, n'y a pas. c'est l'Occident Mais il y en a qui pas. fait tout Ah bah oui, c'est vrai. pour renverser les régimes arabes Pour les démocratiques. Et je peux vous donner une dizaine d'exemples. Alors, allez-y, Ok. un exemple Maintenant, d'État. sur Un exemple. l'hypocrisie, Allez, sur l'hypocrisie de- Attendez, sur laissez-moi répondre sur la CPI, ça m'intéresse. sur l'hypocrisie Non, mais attendez, il sur parlait l'hypocrisie de d'Arabes. l'Occident. Attendez, vous Abdou parliez Chamali a d'Arabes. parlé que le sang des Syriens est aussi dans les mains des Wachid, vous Occidentaux. parliez Mais d'État c'est arabe parce que démocratique. l'Occident a été directement impliqué. C'est pas la non-différence, c'est pas l'indifférence de l'Occident qui fait de sorte qu'il y a du sang Wachid, syrien sur les mains des Occidentaux. Wachid, C'est laissez-le le finir. fait. Non, mais Laissez-le c'est le finir. fait Quel qu'il y État Après, avait- vous posez arabe votre question. démocratique. Olivier, laissez-le finir. C'est le fait qu'il y avait un sort de QG occidental arabe à la frontière jordanienne syrienne où les Occidentaux ont entraîné l'armée libre syrienne et leurs alliés qataris et turcs ont entraîné le front d'Al-Nusra, Al-Qaïda et l'État islamique. Mais à un moment, Et c'est le pas fait que les et le fait Occidentaux. qu'il y a eu des attentats Et les Syriens il y a eu des attentats de ces fameux islamistes dont une partie a été entraînée dans ces camps d'entraînement occidentaux, Voilà, occidentaux la en conspiration, Jordanie la conspiration. a fait de sorte La que les conspiration. Occidentaux ont levé Voilà, le les problème, mains le problème. de la Syrie Là, voilà. et ils préfèrent Le que problème les d'Ali djihadistes, Wachid. que les djihadistes Le problème. d'origine occidentale restent en Syrie Le problème d'Ali et ne rentrent Wachid, pas en Occident. le problème d'Ali Wachid et le problème malheureusement. Non, mais c'est une réalité aussi. Non, Que ce soit les non. Occidentaux qui sont arrivés, Non, chacun c'est avec faux. ses Vous armes, savez, la Russie d'un non, côté, non, la réalité. La réalité, elle a été Ali présentée Wachid, par un moi aussi je peux fonctionnaire crier. allemand hier. dans Ali le plateau Wachid, moi aussi je peux d'I24. crier. Attendez, tout le monde crie. Allez, terminez. Un fonctionnaire allemand qui a dit hier sur le plateau d'I24 News, Il y a 12 on a ans. moins d'intérêt. C'est ça. Hier, il a dit ça, hier soir. Je vais vous envoyer le lien. On a moins d'intérêt à se mêler dans ce conflit Voilà. parce qu'on préfère que les djihadistes d'origine européenne restent en Syrie. C'est ça. Voilà. Merci. Olivier, Maintenant, fonctionnaire le allemand. grand problème du monde arabe, de la Syrie et d'Ali Wachid en tant qu'intellectuel arabophone et arabe, c'est qu'on n'admet pas, on ne peut pas admettre qu'il y a dans le monde arabe une incapacité, une impossibilité à faire la démocratie, une incapacité à gérer des crises. C'est par la violence et par la mort. Attendez, aucun pays, Mais c'est vrai, c'est facile de tout mettre sur les Ali Wachid, mais arrêtez de vendre. Attendez, tout le monde parle en même temps. Attendez. Olivier, terminé. Allez, Merci. vous laissez parler avant. Olivier, terminé. Alors, Olivier, lorsqu'il allez-y. y a des élections, comme le dit M. Ali Wachid, dans le monde arabe démocratique, on élit des frères musulmans islamistes intégristes qui vont. Attendez, on va changer le peuple arabe. Oui, Je vais oui, vous oui, dire, c'est ça. Ali Il y a un Wachid, conseil c'est à que faire. changer le peuple arabe. Je vais entendre Amnous. Attends, juste un mot. Juste un mot. Le grand. Non. On va revenir à la première question, c'est que le fait que les Arabes israéliens, avec le lien avec l'État d'Israël démocratique, commencent à comprendre l'importance de la démocratie et veulent vivre la aux Arabes démocratie, israéliens, mais ça, j'ai pas parce compris. que ceci est une incapacité, malheureusement endogène, intrinsèque, je m'excuse, au monde arabe. Dans le monde arabe, vous me parliez d'un exemple de pays arabe démocratique, j'aurais été Olivier, Bon, je vais entendre Paris. Je vais entendre Les Paris. élections en Égypte, il y a eu des Olivier, élections. Olivier, On c'est pas ne d'accord. peut pas aimer les résultats. Attendez, je vais entendre Paris. Stop, Tel Aviv. des élections, les des élections, Olivier, je vais entendre Paris. élections qui amènent l'islamisme. Olivier, C'est une catastrophe. La cloche a retenti. André Berkoff. Bah oui, ça a été ça juste Non, mais après attends. toutes les. Putain. Oui, je voudrais quand même rappeler, Olivier, il ne faut pas non plus dire que le monde arabe est intrinsèquement incapable d'être démocratique. Je vous rappelle quand Donnez-moi même un que exemple, depuis André. des années et des années, vous avez des soulèvements de masse. Mais oui, mais pas Vous avez pour des arriver à la soulèvements de démocratie, masse, pour arriver à que ce soit l'islamisme. en- Ce sont des soulèvements qui Mais amènent attendez, l'islamisme intégriste, attendez, le c'est- fondamentalisme. mais Olivier- la révolution iranienne, elle a Non, amené mais Olivier- les ayatollahs. Mais attendez, C'est une ça fois que le vous avez dit ça, soulèvement. ok. Olivier, une fois que vous avez dit ça, on le sait. Mais Olivier. donnez-moi un autre Une exemple fois que vous avez contraire. dit ça, on le sait. André Ça fait Berkoff, 15 ans qu'on le dit. Vous êtes né au Liban. Eh ben, André, je vais vous donner donnez-moi un l'exemple. exemple contraire. Le problème, D'abord, le Liban était un pays démocratique. Il ne l'est plus actuellement, il ne l'est plus tellement. Mais pardon, le Liban a été pendant très longtemps, aujourd'hui, il y a les circonstances, il est dans une crise totale, c'était le seul pays arabe démocratique du Moyen-Orient. Il n'y est plus. Il faut le dire. Il n'y a plus. Il y avait une Mais presse ça libre. fait longtemps Il y qu'il y a avait tous les énormément D'État de choses. démocratique Non, mais dans le monde d'accord, arabe. attendez, laissez-le Et il y a finir. du Maroc. Olivier, on a compris. Non, mais Laissez Paris il faut le dire clairement. Je suis d'accord. Mais pourquoi Pourquoi Mais l'absence pardon, d'une pourquoi élite aussi? Il n'y a pas Parce que- d'opposition Mais non, par parce qu'il n'y a islamiste. jamais eu d'État.
Si on ne comprend Parce que pas ça, on comprend rien. Il n'y a jamais eu, je l'ai dit au départ. Parce que l'islam empêche la démocratie. Il faut le dire, André Berkoff. Aucun pays musulman de le monde peut être une démocratie. Et c'est d'ailleurs ce que vous vivez aujourd'hui en Europe. L'islam, au sein des démocraties, ne veut pas la démocratie. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est la réalité. Et tant que vous ne le direz pas clairement, eh bien, vous ne verrez pas la vérité en face. On mélange beaucoup de choses là. Olivier, juste on vit dans des temporalités différentes. Vous parlez en 2021, il y a toute une partie du monde, et pas seulement l'islam, qui vit dans un autre siècle. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui se passe. Les pays du monde ne vivent pas tous en 2021, même s'ils ont Internet et la technologie, etc. Les mentalités, ça met beaucoup plus de temps à bouger. Donc vous dites qu'il faut du temps. Amnous. Pourquoi on ne penserait pas qu'un jour, il y a un islam qui revienne à la vie privée? Pourquoi? Vous savez, attendez juste un mot, et je vais dire, à un moment donné, vous savez ce que c'était le monde arabe, le monde de l'Inquisition, le monde où si vous ne saluez pas la Vierge, vous étiez écartelé en place de Grève. Attendez, on parle pas d'histoire, on parle de réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un décalage d'un siècle. Le décalage aujourd'hui, juste un mot, le décalage aujourd'hui est une catastrophe. Non, mais Olivier, je vais aller dans votre sens en partie. Voilà, moi je trouve que donc quand j'ai commencé, j'ai eu la prise de parole sur la Syrie, c'est quand même intéressant, parce que la première chose que j'ai fait, c'est effectivement pointer l'incompétence, le retrait, le jeu politique malsain de l'Occident. Cela étant dit, je n'ai pas dédouané tout le monde, toutes les forces présentes, en l'occurrence les islamistes, Bachar el-Assad et l'attitude des États arabes voisins. Je n'ai pas tout mis sur le dos de l'Occident. Quand Ali Waqued prend la parole, dans sa manière même de réduire ce qui s'est passé en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque régime à la tête d'un État arabe, quoi qu'il arrive, c'est la faute des Occidents. Et bien, vous voulez que je vous dise ça? Vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. C'est que c'est jamais de leur faute. Remise en cause, zéro. Et quand on ne se remet pas en cause, il est impossible d'évoluer. Et ça, je dirais vraiment que ça vient de l'ijtihad, ça vient du moment où on a arrêté de penser. Et bien ça se répercute. Parce que quand on arrête de penser d'un point de vue religieux, on arrête de penser d'un point de vue de civilisation, on arrête le progrès technique, on arrête tout et on est immobilisé. Regardez, le printemps arabe. Olivier, attendez. Le printemps arabe a amené la dictature islamiste. La révolution amène l'islamisme. On est lundi soir, alors je vais rappeler les règles des grandes gueules tous les soirs. On a une cloche qui retentit et c'est pour laisser la parole aux autres. Amnous, la question de début de séquence, parce que là on parle en ce moment du monde arabe, c'est quand même les Occidentaux. La question de la CPI, vous m'avez pas répondu Amnous à cette question-là. Ce silence absolu d'instances comme l'ONU et la CPI. À quoi ils servent? Voilà. À quoi ils servent? On en avait déjà parlé ici. Moi, je trouve ça honteux. Je veux dire, tout ça bénéficie de sous, de budgets européens, internationaux. On les gave. Tous ces magistrats sont payés. Ils sont là, ils font des beaux, ils prennent des photos, ils ont des beaux locaux. Depuis qu'ils existent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont mis un État? Ils ont expliqué, en Syrie, ça fait 10 ans, 500 000 morts, 100 000 disparus. Ils sont où? Et effectivement, c'est quand même très facile de prendre l'État d'Israël, de taper dessus. Ils sortent comme ça tous les 2 ans leur tête de leur joli bureau. Ils disent, oh mon Dieu, le scandale, il est là. Ils repartent. On les a entendus nulle part. Même au moment des printemps arabes, on les a pas entendus. Même au moment du coup d'État de Sisi, on les a pas entendus. On les entend jamais. On les entend là sur la Birmanie? On les entend sur la junte? Ça fait combien de temps? Depuis 75, elle est au pouvoir, la junte. On les entend que dalle. Et sur l'Iran, rien. Et sur les Ouïghours en Chine, et sur les Ouïghours, sur les Ouïghours. Rien. Sur l'Iran, ils servent à rien. Je veux dire, on a des beaux salaires. Mais ne perdez pas votre temps à discuter de la CPI dont on se fout complètement. Mais non, on s'en fout pas à Tel Aviv. Malheureusement, à Tel Aviv, on parle beaucoup de la CPI. Un dernier mot, Ali et Olivier, on passe au dernier sujet. Je dois compléter ce que Amnous a dit. Des pays occidentaux ont mené des enquêtes sur, par exemple, l'utilisation de l'arme biologique en Syrie ou de l'arme chimique, mais rien n'a été fait avec ces enquêtes. Et c'est pour des raisons politiques que... Obama n'a pas voulu. Non mais attendez, l'erreur qu'on commet par rapport à la CPI, c'est que la CPI ne juge pas des États. La CPI juge des hommes, des individus pour des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Donc tant que la CPI ne mettra pas sa main dans le bourbier syrien et ira extriquer vraiment ceux qui sont impliqués
comme c'était le cas en Yougoslavie à l'époque de la guerre interne là-bas ou dans d'autres régions du monde, eh bien, il n'y aura pas de solution. Parce que la Syrie, c'est un bourbier, mais pour l'instant, personne n'ose vraiment dire qui est responsable, parce qu'il y a trop d'intérêt là-dedans. Mais juste pour en venir encore une fois à ce qui a été dit, juste un mot, je peux... On conclut. Tant que la majorité du monde sera antidémocratique, et que les institutions du monde reposeront sur une majorité d'États antidémocratiques, la CPI et d'autres institutions qui parlent des droits de l'homme reposeront sur des choses qui sont antidémocratiques et qui iront chercher et accuser des démocraties. C'est un scandale, une aberration, une absurdité, mais c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Et pour en venir juste un mot de l'Inquisition que disait M. André Berkoff, un ami André Berkoff, eh bien si aujourd'hui on compare le monde arabe, en grande majorité malheureusement, le monde musulman à l'époque de l'Inquisition, il faudra encore 5 siècles pour que ça change. Et 5 siècles, on ne peut pas attendre. Parce qu'entre-temps, des millions d'hommes et de femmes meurent. L'accélération de l'histoire. Des millions meurent tous les jours. On espère cette accélération de l'histoire. Merci à tous. Soyons optimistes, il y a l'accélération de l'histoire. Et on espère être optimiste comme vous. Je vais rappeler le bilan de ces 10 ans de guerre civile en Syrie, puisque cette guerre n'est toujours pas terminée. 400 000 morts au moins. Abnous parlait de 500 000. Certaines ONG disent aussi 600 000, sans compter les millions de déplacés. Allez, pour finir, place à notre grand débat sur une question qui concerne la France. Musulmans, roms, juifs, noirs, asiatiques sont-ils trop nombreux en France? La question peut vous choquer. C'est pourtant celle qui a été posée pour une étude commandée notamment par SOS Racisme. Et les résultats nous apportent bien des leçons sur l'état des lieux des préjugés racistes en France en 2021, Noémie. Oui, un état des lieux assez surprenant, si l'on en croit. Donc, ce sondage, regardez par exemple ce que répondent les sondés à cette fameuse question. Quelles sont les catégories trop nombreuses en France? 50% répondent qu'il y a trop de Roms, 43% qu'il y a trop de musulmans, 23% trop de Noirs, 12% pour les Asiatiques, 8% pour les Juifs et 7% pour les protestants. Ce sont donc des chiffres importants, mais en recul par rapport à 1984, où une étude similaire avait été publiée. C'était l'époque d'SOS Racisme et de la première percée du FN aux élections européennes. Le sondage montrait alors une proportion plus importante à se montrer gêné si ses voisins étaient arabes, noirs, juifs ou asiatiques. Alors, je vais préciser que nous avons invité les membres de SOS Racisme à commenter avec nous ces données, que visiblement ils n'étaient pas très pressés d'intervenir ce soir à l'antenne et que nous le regrettons malgré notre invitation. Anoush Salmani, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur ces données et notamment ces 2 lignes qui nous ont interpellés ce matin en préparant cette émission. C'est qu'il y a une ligne musulman et il y a une ligne maghrébin, comme si aujourd'hui il y avait une vraie séparation sémantique qui était faite entre le racisme et l'islamophobie. Oui, non, mais voilà où est-ce que mènent les dérives intellectuelles et c'est n'importe quoi. Je veux dire, la musulmanie n'est pas une race. Je veux dire, si quelqu'un ne vous dit pas qu'il est musulman, vous ne le savez pas. Alors bien sûr, vous avez maintenant ces fameux signes extérieurs, vous avez le voile, vous avez une tenue, vous avez la barbe, donc on peut se dire, ils sont musulmans. Mais moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que déjà, voilà, c'est très bien, Noémie a bien fait de préciser que tous les pays d'ailleurs européens, tous les pays occidentaux sont de moins en moins racistes, mais déjà, ces chiffres-là montrent à quel point je trouve que la France est un pays qui se tient merveilleusement bien. Depuis là, ça va faire 10 ans, Mohamed Merah. Mohamed Merah a tué des militaires musulmans parce qu'ils étaient des traîtres, parce qu'ils osaient défendre leur patrie qui est la France. Il a tué des enfants juifs. C'est quand même hallucinant, ça fait 10 ans. On a eu le Bataclan, on a eu Charlie Hebdo, on a eu des terrasses où des gens dans des quartiers... Le 11e arrondissement, c'est pas pour rien, c'est un quartier particulièrement métissé. On a eu ces massacres de population et on est à quoi? On arrive difficilement à moins de 100 actes anti-musulmans. Et moi, je n'utilise pas le terme d'islamophobie pour une seule raison, c'est que l'islam, comme n'importe quelle religion, comme les chrétiens, le judaïsme, est critiquable et doit être critiqué. Ça fait partie d'une bonne tenue démocratique. Mais concrètement, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce sang et des larmes, et puis j'aimerais bien savoir exactement la question précise qui a été posée, parce que c'est toujours pareil dans les sondages. Abnous, pardonnez-moi, vous paraissez rassuré. Vous paraissez rassuré, moi je ne le suis pas du tout. Quand à la question s'ils sont trop nombreux en France, on répond les Roms, les musulmans, les Maghrébins, les étrangers en général à plus de 40%. Pardon, mais moi c'est pas du tout rassurant de savoir que les Français pensent ça.
Non, mais je ne crois pas qu'ils pensent comme ça. Je pense que c'est plus l'expression de la peur aujourd'hui, justement à cause de tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas, ça fait combien de mois qu'on n'a pas eu de faits divers, en plus avec les Roms. Vous savez, ce genre de sondage, ça correspond souvent, on les fait après des faits divers, et les chiffres, les pourcentages gonflent. Il faut aussi constater ça. Et là, avec ce qui se passe à l'IEP de Grenelle, oui, c'est pour ça que c'est étonnant. Ça, je vous avoue que c'est ce qui m'étonne le plus. André Berkoff. Mais voilà, mais si vous voulez, ça me déprime. Écoutez, d'abord, je vais vous dire une chose. Ne croyez pas, ne croyez pas que je sois contre ce genre, enfin, d'exhibition de ce genre de sondage. Mais je vais vous dire une chose. Je crois que Victor Hugo disait que le calembour est la fiente de l'esprit qui vole. Les sondages sont les crottes de la démocratie qui trotte. Vous savez ce que c'est ce sondage ? SOS Racisme fait pourquoi cela ? Parce que c'est son fonds de commerce. C'est ça. Parce que vous avez un certain nombre de gens, et aujourd'hui avec la woke et la cancel culture et compagnie, qui ont besoin de victimisation, des minorités victimes, de la concurrence victimaire, de la repentance, etc. Et donc, sur quoi on se base ? Vous êtes raciste, vous êtes raciste, vous êtes raciste. Regardez ce qui se passe en Amérique. Alors là, on parlait du monde arabe, mais est-ce qu'on voit le délire qui se passe aux États-Unis aujourd'hui et en Europe ? Un délire qui consiste à dire oui, vous êtes tous racistes, les petits blancs, les ceci, les cela, la parité, le ceci, le cela, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas LGBT, si vous n'êtes pas ceci, si vous n'êtes pas cela, vous êtes vraiment un fasciste, impérialiste, oppresseur. Voilà où on en est. Et SOS Racisme, dont le fonds de commerce est le racisme, alors qu'en 2013, le mot raciste a été supprimé de la Constitution française, eh ben, il revient en force par qui ? Par les gens qui disent ah là là, raciste, raciste. On André, racisé, racialisé, décolonial, etc. Voilà. André, je vais vous donner une information qui va aller dans votre sens, puisque vous dites que c'est le fonds de commerce des SOS Racisme. Nous, on a posé la question aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram aux téléspectateurs d'I24 News. Est-ce qu'ils estiment que la société française est raciste ? Eh bien, rien à voir avec cette étude, puisqu'à une écrasante majorité, à 66%, ils nous disent non, la société française n'est pas raciste. Olivier. Moi, j'ai compté le sondage avec il y a trop de ça, il y a trop de ça, il y a trop de ça. En fait, j'ai compté, j'ai additionné. En fait, il n'y a plus de Français ensuite. C'est-à-dire que si on additionne, il y a trop de ça, trop de ça, trop de ça, il reste plus de Français. Qu'est-ce que vous appelez des Français ? Parce que la France, c'est ça la France. Et comme le monde aujourd'hui, comme aussi, on est de partout. Et de partout, on fait des États, on fait des nations. Maintenant, ce sondage, il est à la fois étrange, à la fois... Oui, comment ? Et je dirais que... Mais le racisme, malheureusement, il est quand même présent, toujours. C'est pas nouveau. Et d'en faire un sondage avec des chiffres... Il y a une question, en tout cas, qui n'est pas posée dans ce sondage. Oui, André. Il y a une question qui n'est pas posée dans ce sondage. Il y a une question, pourquoi on ne pose pas la question, y a-t-il trop de blancs ? Non, mais on est rêvé. C'est vrai, il a raison. Ça pourrait être instructif. C'est que pour vous, ce sondage est totalement ridicule. C'est le fond de votre pensée. Ali Waked. Oui. Je ne pense pas que ce sondage il est ridicule. Il est triste, ce sondage. Moi, je pense que le racisme en France, il date de beaucoup avant l'arrivée des musulmans ou maintenant cette division entre musulmans et maghrébins. Il date presque de l'arrivée des juifs en France. Autant, il n'y avait pas, c'était pas seulement l'antisémitisme. Après, je peux vous parler de ce qui se passe dans les États arabes en termes de racistes. Et je n'ai pas dit que les États arabes ne sont pas des États racistes. Semaine en Algérie, mais sinon c'est contre les chrétiens, contre les juifs, contre les musulmans qui ne sont pas sunnites. Moi, je ne défends pas restons sur le sujet, les États arabes, mais je tiens à dire que... C'est un autre sujet, ça. Absolument, c'est un autre On en fera une autre émission. Sujet, mais... une société qui déteste ou qui maintenant est raciste vis-à-vis des musulmans, elle ne va pas s'arrêter chez les musulmans. Elle a commencé par les juifs, maintenant elle est arrivée aux musulmans. Elle va être raciste contre toute entité sociale qui n'est pas blanche, qui n'est pas occidentale, qui n'est pas européenne, qui n'est pas chrétienne, j'ose dire. Alors, à suivre donc, et en parlant de racisme, je ne pourrais pas conclure cette émission sans vous donner cette information qui émane du côté de nos amis de Belgique. À Bruxelles, et une polémique autour d'un tunnel à Bruxelles qui a été renommé au nom, attention, c'est très choquant le nom qui a été choisi, au nom d'Annie Cordy. C'est choquant, non ? Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'estiment certaines personnes là-bas, et notamment certaines féministes, qui estiment que la chanson Chaud Cacao est raciste et véhicule des clichés sur l'Afrique. Abnous, les bras m'en tombent. Chaud Cacao et Annie Cordy, c'est raciste. Et il ne fallait pas nommer un tunnel de Bruxelles au nom d'Annie Cordy. Non, mais là, je suis...
Je suis au bout de ma vie. Je ne sais pas comment dire autrement. Je trouve ça, après ce qu'on a subi en France avec la cérémonie des Césars, là, c'est le pompon. Je comprends même pas d'où ça vient, pourquoi, comment. Une femme qui a une telle carrière. Non, mais c'est tellement absurde. Ces gens-là n'ont vraiment rien à foutre dans leur vie. Rien. Oui, mais rien, ils n'ont rien à foutre dans leur vie. Mais c'est normal, c'est normal. C'est-à-dire, comme exactement, ils n'ont rien à foutre dans leur vie, ils s'occupent. Je rappellerai quand même à vos téléspectateurs, Benjamin, que le merveilleux Dieudonné a utilisé sa chanson pour Shoah-Nanas. Quand il a sorti sa chanson Shoah-Nanas sur la Shoah, il a repris la chanson où les féministes, elles avaient piscine encore ? Et nous n'avons pas Quand vous dites merveilleux, c'est ironiquement, évidemment. À l'époque. Le problème... Ah non. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est ironique. Ce que je veux dire simplement, et on rejoint ce qu'on a dit, juste un mot, et vous savez, le racisme est malheureusement l'ignominie du monde la mieux partagée. Totalement. Voilà. Olivier. On parle d'Annie Cordy en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a de nombreux ponts et routes et endroits au nom de Léopold II. Le roi des Belges. D'ailleurs, c'est un ancien tunnel. Je précise quand même. C'est un ancien tunnel qui a été nommé, qui a été renommé. On a lancé un appel au public belge pour renommer. Et il est passé de Léopold II à Annie Cordy. D'accord. Donc on a enlevé le nom de Léopold II pour Annie Cordy. Absolument. Au nom de la lutte contre le racisme. Voilà. Je sais pas, d'accord. Voilà. Sauf que pour certains, Annie Cordy, c'est raciste parce que Cho Cacao, Tata Yo-Yo et Léopold II avec le massacre des Congolais au Congo, selon le livre de Conan Doyle, c'est pas raciste. Si, c'est pour ça qu'ils ont nommé, mais apparemment Annie Cordy, c'est pas mieux que Léopold II, on mélange tout. Voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Pas non plus, mais la folie furieuse. Bon, Amnous, vous n'allez pas nous chanter du Annie Cordy avant de nous quitter? Rien du tout, je continue dans la folie furieuse. Non, certainement pas, j'ai une trop mauvaise voix. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Je vais vous rappeler... Oui, André? Non, j'allais faire un très mauvais jeu de mots, c'est la Cordy qui soutient le pendu. Mais c'est un très mauvais jeu. Bon, c'est passé à l'antenne. Allez, je vous rappelle notre question du jour. La société française est-elle raciste? On vous a posé la question après ce sondage de SOS Racisme, qui n'est pas venu ce soir à l'antenne malgré notre invitation. Il y a une grande majorité, c'est peut-être pour nous rassurer, peut-être pour nous émouvoir. Vous nous dites non, la société française n'est pas raciste à 66%. Écoutez, c'est pour garder une vision optimiste et on espère que la vérité est à l'image de ce sondage. Merci à tous. Merci Olivier, merci Ali, merci André, merci Abnous. On se retrouve demain soir, ma chère Noémie, pour De Grandes Gueules Moyen-Orient. Rendez-vous à 20h, heure de Paris, 21h, heure de Tel Aviv. Dans un instant, restez avec nous. Afrique, Jean-Charles Banoun. Bonne soirée à tous.